Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue. Messieurs, dames, bonjour à tous les amis. Du retard comme hier, mais l'important c'est la cohérence. J'espère que vous allez bien. 16h48, 338e épisode du Juste Bistrot, les copains. 20 juin 2024. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, quasiment à 10 jours, un peu moins de 10 jours du premier tour des législatives 2024. Ah, j'en peux plus. Je vais pas vous mentir, j'en ai plein le fiac là. Ah, ça commence à me saouler. Ça ne m'amuse plus. Voilà. Je vous l'ai dit hier. C'est la première fois que j'ai la sensation de plus arriver à suivre. Ça part en couille de partout, mais en même temps, alors sans jouer le gars, tu veux, qui a tout compris, qui est trop fort, mais ça m'emmerde parce qu'en fait, ça devient un théâtre tout bidon. Et en tout cas, ma grille de lecture et celle à laquelle j'ai envie d'être fidèle
fait que toute leur cagolerie là, de l'extrême gauche est antisémite, pas machin, j'en ai plus rien à branler en fait. Vraiment, on voit tous, on voit juste une armée de clébards qui courent à la gamelle et du coup qui font des alliances, des trucs à la con, alors qu'il y a 2 semaines ils se crachaient tous dessus, maintenant ils sont tous copains, mais ils sont tous copains pour prendre du pognon en fait. Et que tout ce à quoi on assiste est une sorte de pièce de théâtre surannée qu'on nous resserre à chaque élection d'ampleur. Et ça me gonfle en fait. Ça me gonfle et je vois tout le monde un peu en tension. Là. Même l'ami Alexis Poulain sur Sud Radio, là, ce matin, j'ai vu son intervention. Il a l'air tendu, mon Alexis. Il dit ouais, mais arrêtez avec les procès en antisémitisme de la gauche. En fait, le truc, c'est la droite. Genre, ouais. On va en parler. Alerte générale lundi. Donc ça, c'est bien, on pourra en papoter. Mais en fait, si le chantage bidon ne marche pas d'un côté, il marche pas de l'autre. Faut arrêter dans les procès. J'ai hâte de pouvoir en papoter avec lui, pouvoir débattre là-dessus. Mais il y en a marre des procès en historicité. C'est-à-dire quand tu reproches au RN d'avoir été fondé par des proches de Vichy, ça je veux bien, et que dans le même temps, tu as le Parti communiste dans le nouveau Front populaire, ça va quoi. Il y en a marre en fait. Il y en a marre. Soyons sérieux. Arrêtons de prendre les gens pour des cons. Et non, ça me gonfle. Honnêtement, tout ce qui se passe, ça me gonfle. Mais ça va être chouette, on va pouvoir papoter. Merci à Princesse Parfaite 2610 qui vient de sub 6e mois, merci beaucoup. Merci également à Twitch de Sam pour le subprime 12e mois. Merci les copains, merci à tous, j'oublie personne. Et Rajofla également qui vient de subprime 15e mois, merci beaucoup les amis. Il y a Wayne833 qui dit oh là là, je suis en réunion, je vais pas pouvoir assister à ton live, je meurs. Ça, c'est la dépendance. Mais mets le son, au pire. Quitte à te faire chier en réunion, autant que ceux qui n'ont pas envie de suivre, ils déboulent. Hein. C'est important. Merci à Julien002 qui vient de subprime 20e mois également. Merci les amis. Je vois plein de petits nouveaux. Hein. Ça fait plaisir les copains en ce moment. On a des super scores. Hein. Je vois des petits messages. Par exemple, GP97114 qui dit bonjour des Antilles Rémi. Je découvre ta chaîne Twitch. Bah, salut à toi camarade. On embrasse nos amis des Antilles. Ah oui. Ah ça c'est beau. Ah oui. Ah, il y a de l'imitation, il y a de la danse, il y a beaucoup de sexe. C'est une émission très variée. J'ai vu un petit nouveau également, bougez pas, pour Poutrel 85. Voilà. Bon, on a le public qu'on mérite, ça c'est la vie, qui dit salut Rémi, salut à toi, camarade. Donc c'est chouette, hein, il y a des nouveaux, c'est génial. Je le redis, hein, les copains qui nous suivent en direct sur Twitch, sur Twitter, putain j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Sur Twitter et Facebook, venez sur Twitch, la priorité au chat de Twitch. Vous nous rejoignez, on est de plus en plus nombreux, c'est que du bonheur. Vous avez le lien en dessous, voilà, comme d'hab. Commencez à connaître la méthode maintenant. Si vous restez sur Twitter, moi je le prends pour une attaque personnelle. Et à mon avis, je pense que c'est de la part de gens qui ne condamnent pas le Hamas. Donc voilà, je le dis, ça me chagrine, donc attention quand même aux crampes nocturnes. Donc, les amis, je prends les messages, il y en a plein. Il y a Irène 45 Faucheux que j'embrasse qui dit tu feras un live avec François-Xavier de Droma Economy. Alors, avec plaisir, tiens. C'est marrant parce que ce matin, j'avais l'idée. L'ami François-Xavier, il est avec nous dans le banquet, la revue, vous savez qu'on a, et je lui ai écrit ce matin pour un nouvel article, parce que c'est du boulot, tout ça. Et effectivement, je me suis dit, tiens, je vais le chauffer pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On l'avait fait, mais ça fait un petit bout de temps. Donc on va refaire ça avec grand plaisir. Subskills qui dit salut Rémi, trop plaisir de t'avoir serré la pince au spectacle à Paname, mais avec plaisir, tout le plaisir était pour moi. Camarade, voilà. Le souverain qui dit Alexis, il serait frondeur chez LFI, donc c'est normal qu'ils soient un peu tendus ensemble. Non, mais c'est important, c'est bien, c'est le débat qui est chouette. Hein. C'est le débat qui est chouette. Hein. Moi, voilà. Et Perfecto85 qui dit j'ai installé Twitch juste pour tes lives. Ça, c'est chouette. Merci les amis. Merci beaucoup. Et on a également un petit nouveau, hein, Dex Visu qui dit hello les zinzins. Première fois sur Twitch en live. Je vous le dis, ça porte ses fruits. Hein. Donc les gens de Twitter, attention quand même. Hein, parce que je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes pro-Poutine, mais pour venir sur Twitch, c'est un clic. Hein. Donc si vous voulez pas, questionnez quand même votre rapport réel au Kremlin. Hein. Moi, je suis désolé hein, de rappeler tout ça. Hein. Ça me fait pas plaisir de vous dire ça, hein, vraiment, vraiment. Donc, les amis, parce qu'on va quand même parler un petit peu d'actualité. Pas le choix. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Alors, des petites séquences, des petites pépites, comme d'hab, vous connaissez le déroulé. On va reparler un petit peu des législatives, mais vite fait, parce que j'en ai marre, en fait, c'est ce que je vous disais au début de l'émission, mais on va y revenir gentiment. Et puis, alors, j'ai trouvé un interview.
Au départ, je voulais vous montrer Michel Onfray. Alors peut-être qu'on le fera si j'ai le temps. On ferait bien de le faire. Mais j'ai trouvé autre chose. Et alors là, on va le regarder ensemble parce que je vous avoue, j'étais pas prêt. Donc on va écouter ça. On va voir ce que ça donne. Mais d'abord, quelques petites séquences. Et on a la vraie crainte de nos élites culturelles. C'est dingue parce que... alors attends, apparemment j'ai dit des conneries. J'ai dit Twitch est pour juste mieux. Bon, je sais plus, bon, c'est pas grave. Je vois le chat, tout le monde s'en va. On en parlait hier, les amis. Hein, vous savez, les élites culturelles, enfin les élites bourgeoises, donc culturelles, médiatiques, économiques, qui finalement se foutent de quel parti est au pouvoir à partir du moment où ils ont leurs subventions, leurs machins, leurs bidules. Et ben en ce moment, appelez-moi Nostradamus. Hein. Call me Paco Rabanne, parce que vraiment, quand je dis des choses, ça se passe. Regardez la séquence qu'on a eue sur BFM TV de Ariane Ascaride, qui est comédienne. Alors, je vous avoue, je savais pas, je la connaissais pas. Regardez ce qu'elle nous dit. C'est exactement ce que je vous expliquais hier. On ne peut pas faire plus à la fois symbolique et caricatural. Regardez. Je pense qu'il y a une certaine parole qui va se libérer, et c'est une parole que je ne peux pas entendre. Vous voyez ? Une parole de la différence. Mais elle va se libérer encore plus parce qu'elle se... Et puis, vous savez, moi, je fais un métier, c'est la culture. Et j'ai jamais, je crois, jamais entendu aucun représentant des partis de réaction, j'adore dire ça, parler de culture. Jamais. De toute façon, les politiques, ils parlent rarement de culture. Mais alors là, jamais. Donc vous craignez un effacement mais ça va être, de la culture ? Mais évidemment. Mais de toute façon, c'est sûr. Tout ce qui est les théâtres, tout ce qui est les théâtres subventionnés, je suis curieuse. Enfin non, je suis pas curieuse de voir, je veux pas voir. Qu'est-ce qui va rester comme subvention ? Quand on dit que les intermittents, ça va disparaître. Je suis sûre qu'ils vont faire disparaître ça. Or, quand on est intermittent du spectacle, ça veut pas dire qu'on fait rien, vous savez. Rien, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que quand vous êtes intermittent du spectacle, vous allez faire un spectacle, mais il faut travailler après, il faut répéter, et puis des fois vous n'avez pas les sous pour les répétitions et les machins comme ça. Le statut d'intermittent vous permet de faire un spectacle comme le spectacle qui cette année a eu le Molière. Vous voyez, ils ont répété 1 an sans être payés. Et là, ils font un succès. Et les gens vont au théâtre le voir. Et puis aussi parce que la culture, c'est pour tout le monde. Et c'est au-dessus de ça dont je veux parler. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils s'en prendront à la culture ? Ils s'en prendront pas, ils s'en foutront, ils enlèveront l'argent, c'est tout. Ils s'en prendront pas. De toute façon, vous savez, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'on est juste au-dessus du propos de Bistrot, hein, je ne vais pas vous mentir, mais en fait, il y a plusieurs choses, les amis. Hein, et vraiment, je tiens de plus en plus, plus que jamais, à la position juste milieu, parce que quand on entend des choses comme ça, quel que soit votre parti, quelles que soient vos idées, il faut quand même se remettre sur certaines évidences, qu'on soit tous d'accord. J'en appelle aux camarades du Juste Bistrot qui sont plutôt LFI et tout, soyons au moins honnêtes intellectuellement, mais à quelle heure l'extrême droite a dit qu'elle allait raboter les budgets de la culture ? À quelle heure, en fait ? C'est-à-dire qu'ils sont en train, si vous voulez, de se faire peur avec un truc qui n'a jamais été au programme. Mais jamais. Et donc ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, on a quand même une chose que je trouve extraordinaire, avec ces artistes qui viennent chialer pour les subventions, donc des artistes qui sont sous perfusion publique, parce que malheureusement, beaucoup de leurs créations ne pourraient survivre financièrement s'il n'y avait pas de subvention publique, si tout était financé par le public directement. Tu vois. Mais à la limite, c'est l'exception culturelle française, le système est tout à fait important, au contraire, ça permet à des créations qui ne sont pas voulues par la majorité d'exister, justement, d'interpeller, de créer de l'intérêt. Donc je trouve ça très bien, qu'on soit bien d'accord. Mais est-ce que cette dame, donc Ariane Ascaride, je le redis, hein, sûrement par méconnaissance, par manque de culture, je ne la connais pas, hein, mais bon, elle est invitée sur BFM, elle nous donne son avis. Ce qui est quand même bluffant, c'est qu'à aucun moment, elle ne dit, par contre, comme moi, je ne veux pas l'extrême droite au pouvoir et tout, je rejette la part des subventions payées par les électeurs du RN. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que ces classes bourgeoises ne veulent pas du RN au pouvoir, mais par contre, il n'y a aucun problème pour ponctionner le pognon des citoyens français qui votent RN, ou LFI, hein, c'est selon, enfin, qui votent extrême. Elle parle de parti réactionnaire. Tu vois. C'est quand même marrant, c'est que le pognon des gens qui votent extrême, on peut le prendre. Par contre, respecter leur vote quand les partis pour lesquels ces gens-là votent arrivent au pouvoir, ça, par contre, c'est pas possible. Tu vois. Donc on voit bien que ce sont des positions de cagole, ce sont des positions de cagole, véritablement.
Donc, il y a Phil, entre autres, qui dit tu fais ton démago, là, Rémi. Mais alors, par rapport à quoi? Par rapport à cette histoire des impôts payés par les gens qui votent extrême, en quoi c'est de la démagogie? Puis auquel cas, en plus, j'aime bien ce mot démago, parce que démagogie, c'est celui qui flatte enfin, étymologiquement, hein, celui qui flatte les volontés du peuple, les désirs du peuple. Ben, en fait, en période électorale, tout le monde est démagogue, hein, parce que sinon, c'est compliqué de gagner une élection, tu vois. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, je ne comprends même pas cette position, quoi. Déjà, elle est fausse. Elle est fausse, mais quel parti d'extrême droite, d'extrême gauche, de ce que vous voulez, quel parti a dit qu'ils allaient taper sur la culture? Mais à quel moment, quoi? Et en plus, c'est trop facile. C'est trop facile de prendre des positions pseudo-courageuses à ce moment-là. Et puis bon, alors ouais, Phil entre autres qui dit c'est par rapport à elle ne rend pas l'argent des électeurs d'extrême droite. Mais je vois pas en quoi c'est de la démagogie. Et d'ailleurs, je devine tes positions politiques, Phil entre autres, au vu des débats qu'on a eus. Je parle comme elle, hein, de partis réactionnaires. Donc je parle aussi de la France Insoumise, qu'on soit bien d'accord, hein. Elle parle des deux, hein. Elle parle pas seulement de l'extrême droite. Donc là, je défends, si tu veux, deux angles de l'échiquier, hein. Il faut arrêter avec ces fausses menaces. C'est n'importe quoi. Et puis, faudrait pas non plus que, que l'argument se retourne contre elle, et contre les élites culturelles qui disent ouais, sans les subventions, on va arrêter de faire des films français à la con. Tu vois. Faudrait pas que ça donne envie aux gens d'essayer aussi. C'est ça le truc. On a envie d'avoir nos bons vieux films français au Festival de Cannes, où un migrant transgenre en fauteuil roulant devient maestro, et ça avec Michel Larocque et Maïwenn, tu vois. On a hâte, en fait. On a envie de ce genre de film. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention. Donc non, ça me casse les pieds, quoi. Vraiment, ça me casse les pieds, ce genre de discours. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, après tout. C'est la vie, hein, c'est la vie. Et ça, il y a Baldacat, hein, je prends vos messages. Baldacat qui dit nous refont le coup de 2002 et ça passe crème. Je suis complètement d'accord. C'est hallucinant. Enfin, on l'a déjà dit, on va pas s'époumoner à le dire à chaque émission, hein, mais enfin presque un peu quand même. Mais c'est hallucinant de voir que ça marche. On le disait hier, hein. Pépin la Bulle 76 qui dit le pouvoir, quel qu'il soit, a besoin de la culture subventionnée pour vendre l'idéologie dominante à l'opinion publique. Mais je suis complètement d'accord. Ce que dit Pépin la Bulle 76, c'est très intéressant parce que ça pousse la réflexion encore plus loin. C'est-à-dire que ces élites culturelles, si on se concentre là-dessus, ont peur du RN au pouvoir, sous-entendant que le RN au pouvoir serait pour eux, si vous voulez, une forme de domination politique qu'ils ont réussi à fuir jusqu'à présent. Mais en fait, même pas. Ce qui leur fait peur, c'est la perte de pognon. C'est ça qui leur fait peur. Ces élites culturelles ont complètement accepté d'être des outils du pouvoir en place. Si le RN passe, si vous écoutez bien son discours, à aucun moment elle vous dit on va se battre contre le discours du RN, on va faire des œuvres pour alerter les gens sur les dangers du fascisme. Ils en ont rien à branler, hein. Ce qui fait peur, et c'est ce que nous dit cette dame, ce qui fait peur, c'est la perte des subventions. Là, par contre, on a les fesses qui font bravo. Mais sur le reste, ils en ont rien à foutre. Et puis, on est sur ce qu'on disait déjà hier, les amis. Ils étaient où au moment du Covid, quoi? Parce que défendre les intermittents du spectacle au moment de la potentielle arrivée du RN au pouvoir, je veux bien l'entendre, mais au moment où on a fermé les théâtres, on n'a même pas laissé la possibilité de jauge, même restreinte, comme c'était le cas dans certains pays. Autour de nous, je crois que c'est la Belgique, sauf erreur, qui avait maintenu ça. Ils étaient où, ces gens-là, à ce moment-là? Parce que là, en termes d'atteinte à la culture, on était pas mal, hein. Les intermittents, combien se sont retrouvés à la rue? Combien n'ont pas eu de boulot, pas eu de salaire pendant des paquets de temps? On a défoncé le monde de la culture. Donc, il faut arrêter les conneries. Et venir chialer sur une menace potentielle, enfin, je vais relancer en fait ce qu'on disait déjà hier. On va éviter de radoter. Il y a Coolant the Gang qui dit au moment du Covid ou de n'importe quel moment où il fallait prendre une position difficile. Je suis d'accord, effectivement, ça va un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Donc non, c'est assez bluffant. Ça me fatigue. Ça me fatigue ce monde de la culture, mais qui devient caricatural, qui devient plus que jamais. Et le problème, je le dis très franchement, il faudrait qu'ils fassent attention avec l'argument de les extrêmes au pouvoir, c'est la fin des subventions. Faudrait pas que ça donne envie aux gens, quoi. Parce que c'est quand même un petit peu facile de s'adresser, parce que je le redis, hein, cette dame s'adresse se dresse contre les partis dits réactionnaires. C'est aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite. Il faut quand même faire attention parce qu'elle parle à plus de 50% des électeurs. 50% des citoyens qui en ont peut-être marre de leur délire de bourgeois
où on va s'exciter comme ça sur des causes sociales, alors que la dernière fois qu'ils ont vu un migrant à la télé, enfin un migrant dans la vraie vie, les gens qui vont au Festival de Cannes, fallait qu'ils le mettent dans un film. Sinon, ils n'ont aucune idée, si vous voulez. Donc, faut arrêter avec ce genre de truc. Tout ça pour, au bout du compte, ce monde du cinéma tellement bien pensant, qui a tellement de belles valeurs, qu'ils ont du mal à accepter non seulement la comédie populaire, et là, le film de Artus, un petit truc en plus, avec des acteurs trisomiques, tu vois. Là, tu vois, là, on en parle un petit peu moins, tu vois. Pourtant, l'inclusion, le respect des différences, c'est leur truc. À Cannes, c'est marrant, il n'y a pas eu de tribune pour dire bravo Artus, c'est génial. Donc, au bout d'un moment, qu'ils aillent tous se faire cuire le cul, voilà. En fait, je suis monté en pression tout seul, mais je voulais en arriver à ce message, voilà. Il commence à me les briser menu, voilà. Et en parlant de menu, hier, j'ai regardé Le Grand Restaurant avec De Funès. C'est génial, ça. Il n'y a pas de transition. Il n'y a absolument pas de transition. Mais non, j'aime bien. Bernard Blier, extraordinaire. Ah, j'aime bien. Je ne l'avais pas vu à chaque fois. J'aime bien Le Grand Restaurant. Déjà, il y a Restaurant. Moi, ça me parle. Hein. Tous les films où l'aile ou la cuisse. Voilà, tu vois. Il se passe... Il y a un truc. À l'oreille, ça me plaît. Et là, c'était Grand Restaurant. Et c'est drôle. Putain, c'est drôle. Ah non, si, c'est rigolo. Et il me reste 30 minutes. J'ai pas fini encore. Et j'étais fatigué. Je suis allé au dodo. Non, c'est vrai que c'est vrai que bon, je peux comprendre le désintérêt total vis-à-vis de ma déclaration, mais voilà, le souverain qui dit transition magnifique, quelle technique, effectivement. Nous les grands, nous les Candeloro, nous les Pete Sampras, nous les Louis Boyard. Voilà, ça t'as vu la transition, elle est arrivée parce que je voulais vous parler de la France Insoumise, les amis. Une vidéo qu'on avait déjà montrée dans le Juste Bistrot, mais je la remets parce que tout ça est tellement d'actualité que je voulais absolument vous la remettre, celle-là, parce qu'elle me sidère à chaque fois que je la vois. Elle était dans mon fil Twitter ce matin, hein, et je me suis dit, tiens, je vais la remettre aux copains. Un petit rafraîchissement de mémoire fait toujours du bien. Il y a un petit message de Sarah Crush dans le chat qui dit: tu compares les paroles et les actes, c'est ça que j'aime chez toi, et pourtant on ne partage pas les mêmes opinions politiques, ça fait plaisir. Ça, c'est l'esprit juste mieux. Je t'embrasse, camarade, évidemment, les amis. C'est bien, vous êtes plus de 500 sur Twitch, c'est extraordinaire. Vous êtes complètement dingue, complètement barré. Donc on y va sur cette vidéo. Louis Boyard qui nous explique, qui nous révèle la stratégie d'un cynisme absolu de la France insoumise. Regardez bien cette vidéo, n'oubliez pas, ils vous le disent. C'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycée et d'université, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe, quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On poste sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter, et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien qu'ils nous crient dessus. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon, bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc. Ah, il y a un blocage. Ah, il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Donc, voilà. Je prends un autre exemple que le Blocus Challenge, vous allez le comprendre. L'année dernière, au mois d'octobre, il me semble le 16 octobre, peut-être que certains parmi vous ici ont participé à la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique à Paris. Et au moment où on a commencé à s'emparer de cette marche, parce que c'était pas nous qui avions lancé en premier, c'était des organisations de jeunesse, au moment où on a commencé à prendre en main la communication autour de cette marche, on a vu que ça prenait vite dans les cercles militants. Donc on s'est dit, c'est cool, les gauchistes sont intéressés, et ils vont venir. Or, c'est bien, mais nous, on voudrait que ce soit un petit peu plus grand que ça. Donc on veut pas que les cercles militants, on veut en vérité, tous ceux qui aiment pas Macron et qui sont pas des fachos, venez marcher. Et pour réussir à faire ça, il y a qu'un moyen, il faut que ça devienne un sujet de conversation publique. Et ça, on n'y arrivait pas. Et les semaines passent et on n'y arrive pas trop, on voit bien, ça décolle que dans les cercles militants, etc. Donc on sent qu'il y a du monde qui va venir, mais pas autant qu'on veut. Et 2 semaines avant la marche,
Jean-Luc Mélenchon fait le tweet suivant. Il écrit « Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous le contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. » Le tweet s'arrêtait là. Peut-être que certains ici se souviennent de ce tweet. Et là, panique bourgeoise. Donc, ça commence avec des militants macronistes. Les premiers à taper, c'était ça. Comment ça? Faites mieux, ça veut dire quoi? La dernière fois, vous avez décapité le roi. Là, qu'est-ce que vous voulez faire avec Macron? Et donc, il y a des militants qui m'écrivent, c'est vrai que c'est chaud. Et moi, je leur dis, mais non, réponds-lui. Bah, à ton avis, banane, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pousse le curseur. Évidemment qu'on veut pas décapiter Macron, ça n'a jamais été le sujet, on est non-violent. Donc, personne va croire une demi-seconde. Donc, pousse le curseur. Tu risques quoi? Rien, c'est pas notre sujet. Pousse, parce que plus tu vas pousser, plus ces débiles vont en parler. Parce que eux pensent qu'on est un peu con, et que quand on fait des tweets comme ça, on dépasse la ligne, franchit le Rubicon, et donc on va se faire taper, et que les gens vont se dire, ah, horreur, les insoumis, ils sont dangereux, ils veulent décapiter Macron, du coup, je vais pas marcher avec eux. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils parlent, et puis au bout d'un moment, ils voient que nous, on recule pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, t'as un mec très sérieux, avec une chemise comme ça, qui arrive sur France Inter, l'édito de la matinale, et qui dit, les insoumis, une fois de plus, violents sur les réseaux sociaux, avec 2 vannes pour bourgeois, et puis à 10h, il rend l'antenne. Et là, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la violence des insoumis, mais du coup, de la marche. Et puis comme on recule toujours pas, bah sur BFM, ils vont faire un bandeau, et pendant 4 heures, ils vont dire qu'on est violent sur Twitter quand on parle de la marche. Et là, d'un coup, bah, vous avez d'autres centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la marche. Et là, cadeau royal fait par nos amis macronistes, là, il y a carrément des ministres en sortie du Conseil des ministres. Les gars, c'est des génies, hein. Ils sortent du Conseil des ministres, ils se foutent devant toutes les caméras et ils disent « Bah oui, c'est vrai que là, socialement, ça va pas trop, mais moi, ce dont je voudrais parler, c'est quand même la violence des insoumis sur Twitter quand ils parlent de la marche du 16 octobre. » Et là, bingo. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour arriver là, donc là, évidemment, tous les gens, je sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a beaucoup de gens qui détestent les macronistes dans le pays, et du coup, tous les gens qui les aiment pas se disent, il y a une marche contre Macron, je vais y aller. Et hop! Et d'un coup, nous, on a vu se remplir les bus, etc., et autour de nous, les gens parlaient beaucoup plus de la marche, et on s'est dit, bingo, ça y est, ça a marché. Et ce que je veux vous dire par là, c'est si, dès le lendemain, je sais que c'est les premières heures, dans ces cas-là, les plus compliquées à tenir, parce que tout le monde te tape dessus. T'as plus de copains. D'ailleurs, non, ça je le garde. Mais t'as plus de copains, il y a des gens qui te tapent dessus, etc. Si, dès les premières heures, tous les militants insoumis sur Twitter avaient dit « Ouais, on est désolé, c'est chaud », si on a vu des élus qui avaient dit « Oui, c'est vrai que c'est compliqué, là, on a quand même tapé fort », qu'est-ce qui se serait passé? Les retombées, ça aurait été les insoumis à vous être violents sur Twitter. Donc, 1, plus personne parle de la marche, 2, vous actez que vous êtes violents, puisque vous vous excusez du truc, c'est que vous l'êtes. Donc vous faites double erreur. Donc retenez ça quand il y a un bad buzz. Je vous dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le temps. Je vous dis juste, ne craignez pas le fait de vous faire taper par les adversaires politiques. Déjà, 1, parce que sinon vous faites pas de politique. Et 2, parce qu'en fait, 9 fois sur 10, quand ça arrive, c'est voulu. Bon, de temps en temps, ça nous arrive, mais c'est pas voulu. C'était quoi la remarque? Ça arrive. Ça nous arrive. Voilà, hein, je voulais laisser en entière cette séquence parce que je la trouve très intéressante. Alors, on a Louis Boyard et je vous avoue, je ne connais pas l'identité la deuxième personne qui s'exprime, je dois vous avouer. Mais tout est dit. Tout est dit. Alors, là encore, soyons un petit peu juste milieu. La stratégie de communication n'a pas été inventée par la France Insoumise. Tout le monde est là-dedans et c'est normal. Comment utiliser les réseaux sociaux pour faire parler? Ça, si tu veux, ce serait crétin de dire « Ah, vous avez vu la France Insoumise, ce qu'ils font ?» Tout le monde le fait. Donc, bad buzz, machin, tout ça, les trucs pour marquer l'opinion, ça s'entend, évidemment. Soyons pas cons non plus à dire parce que c'est la France Insoumise, de facto, c'est néfaste, c'est intéressé, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Soyons bien d'accord. Ceci dit, quid de la Palestine? Parce que c'est ça le problème. Moi, qu'ils assument faire de la stratégie de communication, de l'ingénierie sociale, bien sûr. C'est juste milieu aussi. Quand on veut mettre en avant une vidéo, bah, on met en avant des arguments. C'est normal. Par contre, si on va au bout du raisonnement, le côté blocus challenge, c'est une idée à la con et tout, d'accord, pourquoi pas. Mais si on fait entrer la thématique de la Palestine dans leur logiciel, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit penser dans ce cas-là? Si on se contente des mots de Louis Boyard, on se dit, bah, effectivement, ils ont soutenu bec et ongle la Palestine en situation de période électorale, pardon, donc les européennes 2024.
Ils ont chargé la mule avec Rima Hassan qui a été brandie jusqu'à un moment donné faire croire presque qu'elle était tête de liste. Hein. On avait complètement oublié Manon Aubry. Est-ce que c'était une stratégie dans ce cas-là? Est-ce qu'il y avait cette volonté de faire du bad buzz pour qu'on parle certes de la Palestine, mais surtout qu'on parle d'eux? Parce que depuis, on en est où en fait, la France Insoumise et la Palestine? Alors je veux bien, hein, je l'ai dit dans La Farce Tranquille la semaine dernière, j'ai eu des commentaires qui m'expliquaient non mais c'est n'importe quoi, t'es anti-Mélenchon et tout. Moi je veux bien, mais faudrait trouver le moyen de mesurer le temps de communication consacré par les membres de la France Insoumise à la Palestine en période d'élection européenne et désormais ce qui se passe aujourd'hui. Alors je veux bien, 974 Papang me dit c'est dans leur programme de Front Populaire, certes, mais en termes de temps d'antenne, quand ils ont une caméra devant eux qui parle de ça. Aujourd'hui il y a Bubule, Rima Hassan, elle est où en fait? Et pourtant, vous avez vu quand même ce qui se passe du côté de la Palestine encore. Hein. Il y a eu la libération de 3 otages israéliens il y a une dizaine de jours, plus de 200 morts. Hein. Entre 120 et 200 morts. Et là, la France Insoumise, ils étaient où, tu vois? Donc, je le redis, je pense, et ça n'engage que moi, mais je pense que la France Insoumise, que les membres de la France Insoumise, certains membres de la France Insoumise, certes, sont engagés dans la défense de la Palestine, évidemment, dans le fait de dénoncer ce qui se passe en Israël, le génocide qui se passe, évidemment. Mais je pense sincèrement que il y a quand même un électoralisme qui a pris le pas. En témoigne la personnalité de Rima Hassan, qui a été catapultée à ce moment-là. Mais on ne savait pas qui c'était avant, à part dans les rangs de la France Insoumise. On ne sait pas qui c'est aujourd'hui. Elle est complètement sortie des écrans radars et la France Insoumise n'en parle plus. Alors m'expliquer qu'on est passé de tout le tintouin qu'ils ont fait, et à raison, hein, en période d'élection européenne, et qu'aujourd'hui on se contente de « c'est dans leur programme », je me demande quand même si les connards de l'histoire, c'est pas la France Insoumise qui a instrumentalisé la cause de la Palestine. Et je vous l'avais dit déjà il y a 3 semaines. Hein. Juste avant les élections européennes, je vous avais dit, on va surveiller ça de près parce que leur temps consacré, leur temps de communication consacré à la Palestine, si ce temps-là baisse, ça veut dire qu'ils s'en sont inquiétés simplement pour les européennes, qu'ils ont voulu imposer ça comme une thématique et que finalement ils en ont rien à branler et qu'ils vont arrêter d'en parler. Bon ben on est là-dedans hein, aujourd'hui. Alors, je suis prêt à entendre tous les arguments, mais qu'on m'explique en quoi cela est faux à 100%. Donc, j'ai beaucoup de mal, et qui plus est, quand on découvre un petit peu les arcanes de leur stratégie avec la séquence que je viens de vous montrer. Donc, voilà un petit peu sur la France Insoumise. Qui plus outre, on a même envie de dire, on est chez Juste Milieu, et ce que j'aime, voilà, c'est de taper du poing sur la table d'un côté, d'amener d'autres arguments de l'autre côté pour défendre le parti. C'est l'esprit, vous avez compris. Hein, voilà, c'est comme ça. Je prends vos réactions déjà dans le chat, les amis. Pharma46 qui dit on m'a déjà dit antisémite parce que j'ai voté LFI alors que je suis juif. Putain, c'est hallucinant. Mais le niveau du débat aujourd'hui, c'est clair. Carmine dit aux USA, les mouvements pour la Palestine n'ont pas été instrumentalisés comme en France. Peut-être pas d'élection à ce moment, je suis complètement d'accord. Dex Visu qui dit moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir qui aurait défendu les Palestiniens s'ils ne l'avaient pas fait. Ça, par contre, c'est un bon point. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis content d'en parler avec vous, les amis. C'est un bon point. Je suis d'accord avec toi que, au moins, ça aura contribué à faire parler de la situation. Parce que sinon, on avait une unanimité quasi complète, que ce soit le RN, les LR, Macron évidemment, qui n'auraient pas visibilisé autant la question de la Palestine. Donc je suis complètement d'accord, mais la situation est la même aujourd'hui. On n'en parle pas du tout dans le contexte des législatives. Parce que justement, la LFI a arrêté. Donc je suis à la fois d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que ton argument valide ce que je disais avant. C'est que autant ils avaient raison de le faire, autant ils l'ont fait pour des raisons seulement électorales. Car depuis, ils ne le font plus. Donc, mais très bon point en tout cas, je suis complètement d'accord. Merci à Nanou la Résistante qui vient de sub 7e mois. Merci beaucoup. On a quoi d'autre? Phil, entre autres, exactement, qui sont les seuls à les défendre. Mais je suis complètement d'accord, les amis. Mais je pense qu'on peut s'entendre du coup là-dessus sur le fait qu'ils n'en parlent plus aujourd'hui. Et donc, ça n'est plus visibilisé. Et en plus, ça démontre bien l'électoralisme dont ils ont pu faire preuve. Il y a mon Yang Daouda que j'embrasse qui dit « Rémi, tu sais très bien que c'est le système médiatique qui fait les sujets du débat politique. Aujourd'hui, regarde bien le temps que les médias accordent à ce sujet. On dirait que le conflit n'existe plus. » Eh ben, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que pour le coup, il faut reconnaître que avec leur fameuse stratégie qu'on vient de découvrir dans la vidéo, la France Insoumise a forcé les médias à en parler. Donc au contraire, leur stratégie a été fonctionnelle. Et je trouve qu'ils n'ont pas laissé le choix, de par leurs actions, leurs comportements, leurs déclarations, ils n'ont pas laissé le choix aux médias que d'en parler.
de parler de ce que faisait la France Insoumise et par ricochet de la Palestine. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Alors, il y a Philanthrope qui dit non, Rémi, une des résolutions du programme, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais je sais, je l'ai parcouru, mais on est quand même passé du tout au tout, quoi. On est passé des déclarations permanentes chaque jour à c'est dans le programme. Cher Philanthrope, j'ai compris qu'on serait pas tout le temps d'accord, mais on peut quand même reconnaître que c'est deux extrêmes. Hein. On est sur deux extrêmes en termes de communication, quoi. On a quoi d'autre sinon? Néopardus, c'est ce que tu vas commenter la déclaration récente de Mélenchon au sujet des Français de souche. Je l'ai vu passer, oui, faut qu'on en parle de ça, je l'ai dans les séquences dont je veux parler. Éclat 15, au lieu de compter le nombre de fois où ils défendent des causes par intérêt, il faudrait compter le nombre de fois où ils défendent des causes tout court. Encore une fois, quel que soit le bord politique, ça je suis bien d'accord aussi, effectivement. Mais parce qu'on parle de la France insoumise aujourd'hui, et c'est intéressant de se baigner dans ce qui se passe en fait dans ces stratégies de communication, dans tout ça. Et autant, j'enlève pas un mot à ce que je viens de vous dire, mais autant, on a aujourd'hui un positionnement médiatique qui est très intéressant concernant le nouveau Front populaire, parce que malgré tout ce que je vous ai dit sur ces alliances en bois qui sont justifiées par le pognon, on voit quand même que ça permet de faire douter le système, de secouer le système. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est Acrimed, donc vous savez, qui surveille un peu tout ce qui se passe en France, hein, l'Observatoire des médias, qui a fait une vidéo de 4 minutes environ, avec, voilà, c'est le compte Marcel sur Twitter, vous connaissez peut-être, j'aime bien, qui a dit, hein, quand le bloc bourgeois déploie tout son appareil de propagande pour continuer à voler les Français, c'est un spectacle répugnant. Et c'est vraiment une compilation des séquences médiatiques qu'on a pu avoir contre le nouveau Front populaire. Et je trouve ça très intéressant pour voir à quel point voilà, tout ça va très loin. Je lis juste le commentaire de La Nature pour Passion qui dit « Moi, je trouve qu'on n'est jamais content quand LFI parle de la Palestine, on les traite d'antisémites. Et quand ils en parlent moins, car pris dans les législatives de merde imposées par Macron, on s'en plaint. Je suis un peu perdu. » Alors, pour le coup, moi, je les ai jamais traités d'antisémites. Il faut se mettre dans un contexte de commentaires qui est celui de juste milieu. Parce que prendre les commentaires de BFM TV, puis après prendre les miens sur la deuxième partie, c'est pas pareil. Hein. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je vous montre la petite séquence, les amis. En direct, nous sommes au siège d'Europe Écologie Les Verts et donc les écolos sont en train de saluer ce soir cet accord qui est historique. On parle bien d'histoire de la République. Ils ont failli disparaître. Historique. Alors évidemment, ils s'y accrochent et c'est pathétique. C'est pathétique, c'est tout. Bien sûr. Moi, par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Allez, c'est ça. Quand vous voyez déjà tous ces gens qui sont ensemble à la tribune, les Verts, les écolos, les insoumis, les communistes, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement? Honte. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un revers de main ce problème de l'antisémitisme. Oui. Osez appeler du nom du Front populaire de Léon Blum un mouvement, un rassemblement avec des antisémites. Moi, je suis assez révoltée parce que qu'est-ce que c'était le Front populaire? Le Front populaire, c'était quand même le gouvernement Léon Blum, LFI et Jean-Luc Mélenchon qui ont basé leur campagne uniquement sur le fait de l'antisémitisme, de la haine et de la détestation de l'autre, vont faire un Front populaire. 10% ou presque des votes pour un parti qui, pendant le dernier mois de campagne, a fait campagne quasi exclusivement, ou en tout cas principalement sur le sujet des... Oui, bien sûr, d'Israël et des Juifs, parce que les Juifs allaient avec. Pardon, c'est un traumatisme. Il y a une partie de la gauche qui fait alliance avec l'équivalent de Jean-Marie Le Pen sur l'antisémitisme et se couvre de honte pour l'éternité. Je suis désolé, c'est insupportable. On a des principes où on n'en a pas. La gauche, c'est la gauche de la honte. C'est le front de la honte. C'est un accord, à mes yeux, épouvantable, honteux. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. J'aurais pas envie de faire alliance avec des gens qui ont trempé là-dedans. Parce qu'à gauche, pour passer des alliances, vous pouvez passer des alliances avec n'importe qui, et même immonde, c'est ce qui est en train de se passer. Vous pouvez vous asseoir sur tout ce que vous êtes, cracher sur des lignes rouges comme l'antisémitisme. Une union, là, l'union peut, avec des antisémites, des vrais, des anti-parlementaristes, des vrais, des factieux, des vrais. Il y a une partie de LFI qui est tout simplement dans une stratégie qui correspond exactement à ce que les fascistes ont fait dans les années 30. Des LFI pervers,
cynique. Avec un vocable d'une haine et d'une violence particulièrement rare. Il y a un discours de haine quand même qui est sous-jacent à la France insoumise. Ce qui frappe quand même à LFI, c'est cette espèce de cynisme érigé en politique. C'est des gens qui croient à rien. Et donc, aujourd'hui, qu'il y ait cette alliance et que les socialistes, les communistes et les écologistes aient oublié cela aussi rapidement, c'est extrêmement choquant. C'est absolument abject. Abject parce que là, il y a une chose chez eux qui est supérieure à tout dans je dirais, dans l'abjection, c'est cet antisémitisme qui habite cette cohabitation. L'antisémitisme aujourd'hui, il est chez Rima Hassan, il est chez Jean-Luc Mélenchon, il est dans les manifs de la France insoumise. Comment voulez-vous que ces gens qui ont fait toute la campagne des européennes sur les arguments antisémites, qui ont mis Madame Rima Hassan en tête quasiment de leur liste, comment voulez-vous qu'on puisse les croire si en une nuit ils décrètent que c'est fini, qu'on efface tout ça, que c'est caduc. Toute leur campagne est caduque. Ils veulent être élus, réélus. Et puis si ça se fait sur le dos des Juifs, c'est pas très grave. Je crois que le moment est venu, mais vraiment d'éradiquer tous les gens qui ont trempé là-dedans la France insoumise. Il faut exfiltrer en urgence Jean-Luc Mélenchon et tous ses sbires. Oui, il faut absolument, enfin de mon point de vue en tout cas, faire un cordon sanitaire autour de la France insoumise qui est devenu, au fil des années, un parti profondément antisémite. Et dans la France d'aujourd'hui, c'est pas acceptable. L'homme politique qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon inquiète beaucoup plus que Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Il récolte ce qu'il a semé. Quand on sème la haine, eh bien on récolte d'une certaine manière la haine. Non mais c'est un délire. Je découvre avec vous le truc, je l'avais pas vu les amis, mais c'est délirant. Hein. Mais sans déconner. Alors franchement, mais pour vous dire, on est dans de l'huile essentielle de juste milieu parce qu'il y a tout ce que je vous ai dit avant. Mais là, faut arrêter quoi. Mais c'est quoi ce délire? Alors déjà, avant tout commentaire, j'ai une pensée émue pour nos amis, nos concitoyens juifs français. Mais qui sont, les mecs font rien, ils sont chez eux, peinards. Oui, shalom, toi aussi. Et puis, quoi qu'il arrive, quelles que soient les élections, ils sont toujours au centre du truc. Ils sont toujours instrumentalisés. T'sais. Un coup, c'est à cause de l'extrême droite, un coup, c'est extrême gauche. Mais c'est hallucinant. Mais je pense aux gens qui vivent leur confession peinard. Ils peuvent pas regarder la télé. En fait, c'est l'extrême droite qui vous en veut. Puis là, c'est l'extrême gauche. Mais sans déconner, mais pensez, grosse pensée à nos amis juifs qui vivent en France, mais ça doit être pénible, tu vois. Tu peux pas être peinard, t'allumes ta téloche, il y a tout le monde qui t'en veut. Alors, mais c'est hallucinant. Alors, ensuite, au-delà de ça, quand tu continues le bordel, mais franchement, faut arrêter, quoi. Enfin, honnêtement, je reprends d'ailleurs, je peux me cacher derrière son argument, hein. Je reprends ce que dit Agnès Buzyn. Faut arrêter avec l'antisémitisme qui devient un argument politique. Faut arrêter les conneries. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, effectivement, je vois dans le tête une pensée pour nos amis juifs et nos amis musulmans aussi. C'est selon. Hein. Selon les besoins du système, on va mettre islamophobie ou antisémitisme. Vous avez bien compris que ce sont des étiquettes qui sont marketables, on va dire. C'est du marketing politique dont nos médias ont besoin pour faire peur aux gens. Tu vois. Donc, tu as juste des types au milieu. Toi, t'es Shalom. Toi, c'est quoi? C'est Allah. Ouais, c'est autre chose. C'est bien. Et puis là, tu as vu la télé. Là, apparemment, ils t'en veulent à toi. Là c'est l'extrême droite. Ils sont antisémites. Peut-être tu changes de chaîne. Ah, merde. Ouais, ça va. Ouais. Ah là, c'est l'extrême gauche. Les juifs, c'est moi. Ils m'en veulent à moi. Puis l'extrême droite, toi, l'arabe, ils en veulent à toi. Le musulman, ils en veulent à toi. C'est n'importe quoi. Mais j'arrive même pas à faire une impro un peu rigolote parce que c'est lunaire, quoi. Là, la séquence, elle est lunaire, franchement, les amis. Cette instrumentalisation permanente, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais même pas quoi vous dire. La séquence parle d'elle-même. On est dans une campagne médiatique et où voilà quoi. Ça se passe de commentaires. Le système politique, le système médiatique a décidé en fait de partir dans cette croisade qui n'avait aucun sens au moment de la NUPES par exemple. Au moment de la NUPES, personne vous disait la NUPES est antisémite alors qu'il y avait les mêmes dedans. Il y avait exactement les mêmes. Donc, Rima Hassan, qui faisait déjà partie de la France insoumise au moment de la NUPES, sauf erreur, si elle est intrinsèquement antisémite, ils auraient pu le savoir avant. Il faut arrêter en permanence. Il faut arrêter de tourner ça en ridicule.
Parce que vous vous rendez compte, je veux dire, aujourd'hui, alors déjà, bon, c'est passé un petit peu vite sur l'origine du mot antisémite, hein, le peuple sémite qui ne représente absolument pas que les juifs d'aujourd'hui. Donc déjà, le terme ne veut rien dire, mais bon, ça, à la limite, dans les étiquettes faciles, on était au courant. Mais ce que je trouve dingue, c'est que le jour où on va avoir des actes ouvertement antisémites, ouvertement islamophobes, ouvertement christianophobes aussi, ça peut arriver, tu vois, ou des actes quels qu'ils soient, en fait, on sera plus foutu de voir la réalité du bordel. Donc t'as comment dire, t'as un déplacement des étiquettes, t'as un déplacement des valeurs, t'as un déplacement de tout que je trouve hallucinant. Et on voit bien que le système médiatique a érigé en fait des cases, des étiquettes avec, comment dire, c'est comme si sur certains sujets on avait une survision, une suracuité visuelle. C'est-à-dire que le système dit, voilà, vous avez vu la France Insoumise, ils sont antisémites parce qu'en 2004, il s'est passé ça. Ou alors l'extrême droite, en fait, il y a un fondateur en 1947, une fois, il a refusé du couscous, donc il doit être sûrement islamophobe. Tu vois, tu as une suracuité, et ces mêmes médias, quand il y a une agression, je sais pas, une agression à caractère homophobe ou à caractère je sais, anti-français, par exemple, je ne sais pas quelle est l'étiquette médiatique qu'il faut, ben là, on passe dans une sous-acuité, tu vois. C'est-à-dire que vous prenez le même acte, donc une personne sur le sol français qui se fait tabasser au cri de mort aux juifs, on va dire, hop, antisémitisme et tout, et quand ça va être mort aux Français, ou mort aux PD, ou mort aux femmes, ou j'en sais rien, selon, en fait, ce ne sera pas la même acuité visuelle. Et ce que je vous dis, en fait, c'est pas du parti pris, c'est pas de l'idéologie ou quoi. Regardez les médias. On l'a vu, par exemple, toujours en restant dans la question de la religion, sur les atteintes aux lieux religieux. Quand il y avait eu une atteinte à si je dis pas de bêtises, à une synagogue en Normandie, il y a 1 mois et demi ou 2, tous les médias avaient titré scandale, atteinte antisémite et compagnie. Et par contre, tous les bâtiments religieux chrétiens, notamment, qui se font brûler, qui se font taguer, qui se font tout ce que vous voulez, là, il n'y a pas de journaux. Donc, il n'y a pas de une dans les journaux. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que on est tous en train de se prendre le bec, machin et tout, alors qu'il suffit de regarder nos journaux pour comprendre que, au fond, et c'est seulement ma grille de lecture, hein, puis c'est vrai que j'ai l'impression de découvrir un peu l'eau froide, mais bon. Je vous dis ça quand même parce que j'ai l'impression que ce que je vous dis, il faut un courage déjà extraordinaire parce que pourtant c'est une banalité sans nom, mais il faut quand même le rappeler. Nos médias sont d'un cynisme absolu parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait instrumentaliser ces sujets, jeter de l'huile sur le feu ou à l'inverse éteindre le feu le plus rapidement possible. Au moment de l'incendie de Notre-Dame-des-Landes, personne n'a même sous-entendu la piste d'un incendie d'un acte porté contre les chrétiens, tu vois. Donc, et voilà, il y a Soldona qui dit dans le chat, ça va se soraliser, mais pas du tout. Ce que je vous dis là, c'est un regard factuel sur ce que font nos médias. Je suis pas polémique quand je vous dis ça, en fait. Puis il faut arrêter déjà aussi, je pense, petit coup de gueule aussi, les amis, c'est que alors, c'est pas contre toi, Soldona, hein, t'inquiète pas. Mais au bout d'un moment, arrêtons même nous, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs, de considérer que dire ça, c'est la ligne de Soral. Parce qu'on contribue à ce que ces propos-là ne soient pas dits, justement. Donc arrêtons d'être des cagoles et d'avoir peur dès qu'on considère que nos médias instrumentalise ces choses. Que l'on parle des musulmans, des juifs, des chrétiens, des blancs, des noirs, des arabes, des gays, tout ce que vous voulez. Les polémiques changent d'importance en fonction du temps. Mais même sur la simple question de l'antisémitisme ou de l'islamophobie, vous regardez en 3 ans, c'était jamais les mêmes curseurs. C'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Le Rassemblement national, au lendemain du 7 octobre, nos médias nous disaient non, mais c'est bon, ils se sont normalisés, le problème c'est Mélenchon. Puis en fait, là, tu arrives en 2024, et le problème c'est quand même l'antisémitisme de l'extrême droite. Enfin, faut arrêter, quoi. Et même nous, en tant qu'observateurs, arrêtons à chaque fois de tout de suite enflammer le truc, de dire « Ah ouais, c'est la ligne de Soral, c'est la ligne de Dieudonné ». Non, ils ont fait leurs propos, ils ont fait leur truc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Mais arrivons-nous, en tant que citoyens, à voir ce qu'on voit, arrêter de mettre de la polémique sur la polémique et à faire un constat, dire voilà ce qui se passe, on fait un constat lucide sur ce qu'on voit tous, et après, on interprète comme on veut. Il y en a, ils pensent que la solution, c'est Mélenchon, d'autres, c'est Bardella, d'autres, c'est Macron, d'autres, j'en sais rien. Pas de problème. Mais arrivons quand même
à s'accorder sur le constat. C'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'en papoter avec l'ami Alexis Poulain lundi, pour Alerte Générale, parce que j'ai du mal, je veux surtout pas lui, parler à sa place. J'ai vu la séquence sur Sud Radio, mais j'aimerais savoir ce qu'il en pense de manière plus détaillée. Mais sur la question, par exemple, de l'antisémitisme, où on dit « Ouais, mais c'est LFI. Aujourd'hui, c'est Front Populaire, les antisémites. » Bon. Tu sais, t'en as qui disent ouais, mais en fait, les antisémites, c'est le RN, parce qu'ils ont été fondés par les anciens trucs. Enfin, tout le monde se fait des procès en bois, on n'en peut plus, quoi. Et au milieu, en tant que citoyen, on est comme des abrutis à regarder, à dire ouais, mais du coup, on vote pour qui à la fin, tu vois. Enfin, c'est sidérant, et on continue. Parce que on monte en pression dans ce que je vous dis, hein, dans cette propagande médiatique hallucinante. Et au départ, les amis, alors peut-être qu'on le fera un petit peu. Au départ, je voulais vous montrer des extraits de Michel Onfray sur Sud Radio le matin. Ce matin, aujourd'hui. Non. Si, aujourd'hui, alors début d'après-midi. Et vlati pas que dans mon fil YouTube, je tombe sur une vidéo, alors je vous la montre, hein, sur France Inter, donc le service public. Hein, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ils n'auront plus de subventions pour faire ce genre de débat. Le thème, quelles conséquences après la dissolution? Les invités, Jacques Attali et Jean-Marc Dumonté. Alors Jean-Marc Dumonté, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'un des plus gros producteurs français de la place parisienne, si producteur de spectacle, hein, c'est lui, voilà, si vous ne voyez pas. Je vous montre la tronchetta du bonhomme, c'est lui. L'un des plus gros producteurs de la place parisienne, proche du couple Macron, très très proche du couple Macron. Et donc du coup, il est en débat contre Jacques Attali. Alors, en fait, qui est contre Macron dans ce truc-là? Donc, on va regarder, je ne l'ai pas vu. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne, les amis. Je n'ai pas encore entendu les invités, mais il est pénible de Morand, non? C'est quoi ce ton, en fait? Il parle comme une locomotive, le gars. Quel est le projet, en vérité? Est-ce qu'il faut vraiment désintéresser les gens, ou est-ce qu'il faut, dans ce cas, essayer d'écouter une émission de radio qui se tient? C'est très pénible. Alors, pour le coup, les amis, enregistrez la séquence là, parce que ça, je ne vais pas vous le dire tous les jours, mais je suis complètement d'accord avec Jacques Attali. Donc, tu vois, même moi, j'ai envie d'y aller, quoi. Parce que c'est pas tous les jours, quand même. Et oui, et c'est vrai que cette histoire du budget 2025 qu'elle est annoncée, c'est plutôt intelligent de la part de Macron de faire ça pour faire porter le chapeau. On l'a déjà dit, mais Attali le rappelle, comme quoi tout arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, la structure du débat est chouette, c'est qu'Attali a l'air d'être celui qui est contre Macron. Et tout arrive. Tout arrive. Vraiment... c'est comme ça, hein. On dirait un petit peu Jean-Marc Morandini sur Mythique. Tu sens que c'est pas sa cible de clientèle au départ, mais apparemment si. Alors on va voir ce que nous dit Dumonté. Le tableau fait par Jacques Attali. Il a pas l'air malin, l'ami Jean-Marc Dumonté. C'est des petites pirouettes rhétoriques basiques. Tu prends un élément du discours de ton adversaire pour le rentrer dans ton discours à toi et dire vous voyez bien, on est d'accord. Sauf qu'il il travestit complètement ce qu'a dit Jacques Attali, parce que Attali explique que le budget est catastrophique, mais c'est Macron qui est aux manettes jusqu'à présent. Et donc l'idée est de faire porter le chapeau à la prochaine majorité. Donc le mec dit nimp, mais avec certitude, avec le charisme d'un airfryer, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que nous dit Jean-Marc Dumonté. Et d'ailleurs, symboliquement, alors peut-être que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est très intéressant que France Inter, chaîne du service public s'il en est, appelle un producteur de spectacle pour défendre Macron. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la symbolique qui est intéressant. Donc, bon, alors je retire pas ce que j'ai dit, mais ça m'emmerde. Bon, là, je suis plus d'accord avec Jacques Attali. Ça aura duré. Voilà, j'ai enregistré la séquence parce que c'est apparemment maintenant c'est la sortie de l'Union européenne. Hein. Tous les partis nous expliquent que non, surtout pas. Mais il nous sort un autre épouvantail du placard. Enfin, à part lui, c'est génial. Bon, comme on dit, alors j'aime bien, vous savez, j'aime beaucoup l'analyse de la rhétorique, surtout le travail en grec, en grec ancien. Il y a une formulation que j'aime bien et qui date d'Hésiode, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est tiens, on se fait chier.
voilà, qu'il a formulé dans l'un de ses bouquins. Et là, c'est vraiment ça. Je crois qu'il dit, tiens, on s'emmerde. Ça dépend les traductions. Donc, ouais, non, en fait, ça n'a absolument rien d'un débat. On est sur le service après-vente du truc. Éléments de langage basique. Bonheur, plaisir. On se régale, les amis. Donc, ouais, non, c'est assez intéressant. Franchement, ce niveau de propagande, ce niveau de faux débat, quoi, d'absence complète de débat, je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, et puis aujourd'hui, on invite un proche clair du pouvoir en place, sans trembler de la truffe, quoi. Jean-Marc Dumontet, mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point ce monsieur est un proche du couple Macron, mais depuis le début, depuis avant même la nomination de Macron au ministère de l'économie. Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais bon, c'est comme ça. Je prends le message, je prends vos messages, les amis. Il y a Nonold Ouf qui dit, il est comme les autres. Une fois que ça commence à sentir le sapin, ça commence à être réaliste. Serait-il tous des arrivistes avides de pouvoir et d'argent pour, à la base, pour devenir plus tard terre à terre, ou ça a besoin de se racheter une conscience vu qu'ils savent très bien qu'ils ont fait n'importe quoi et seulement dans leur propre intérêt? Je suis bien d'accord. Mais voilà un petit peu, les amis. C'est vrai que la girafe 84 qui rappelle, qui dit, il a bien dit, Macron, c'est moi qui l'ai fait. Bah, absolument. C'est assez terrible. Franchement, c'est assez sidérant. Mais bon, venant de Jacques Attali, j'ai été surpris, tu veux, d'être d'accord à un moment donné, mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Tout pousse down, Brigitte, in the plante qui pique. Donc voilà un petit peu les copains. Alors une autre séquence, je vous en avais parlé, c'est Michel Onfray. Michel Onfray qui a fait un petit truc sympa, que je voulais vous montrer, les copains. C'est Michel Onfray, donc sur la chaîne Front Populaire, qui a fait une petite analyse sur l'article 16 notamment. Ça s'appelle l'article 16 ou la stratégie du chaos. J'enlève pas un sucre à la vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps, où je trouve que voilà, Michel Onfray girouette, un crépuscule d'une girouette, c'était le titre de la vidéo, mais dont j'aime bien les positions. Je continue à suivre attentivement ce qu'il dit, parce que certes c'est changeant, certes le monsieur est communé, mais je trouve quand même que y a des positions parfois pertinentes, parfois intéressantes, un petit peu frappé du saut de l'ego, mais ça c'est comme ça. Alors on se regarde un peu la vidéo, pareil, c'est pas très long, on regarde ça. Il y a Jérôme 010277 qui dit, et sa revue, il a changé le nom. Non, il était sur Sud Radio ce matin, il a évoqué, il a dit non, parce que c'est nouveau Front Populaire, donc puis il sera emmerdé. Faut refaire toute la com, j'avoue que ça doit être un petit peu chiant, donc je crois qu'il avait pas vraiment le choix. On s'écoute un petit peu ce que nous dit Michel Onfray sur l'article 16, je sais que vous vouliez qu'on en parle, on écoute un petit peu ça, puis après je vous donnerai quelques petits avis, quoi. Valls et Hollande avaient examiné la possibilité de recourir à l'article 16 si Marine Le Pen était élue. Donc évidemment, quand un Premier ministre et un chef d'État envisagent cette hypothèse, c'est pas juste pour rire, c'est juste parce qu'ils ont l'intention d'y recourir. On sait que tous ces gens-là, qui sont des grands démocrates, demandent au peuple ce qu'il en pense, mais quand le peuple a dit sa préférence ou son choix, eh bien on met sa décision à la poubelle. Je rappelle, j'ai dit 500 fois, qu'en 2005, le traité constitutionnel est refusé par les Français et qu'en 2008, la classe politique, dans sa quasi-totalité, refait passer ce traité sous forme de traité de Lisbonne. Et bien là, la seconde hypothèse, la nouvelle hypothèse, c'était que si le peuple votait mal, s'il votait Marine Le Pen, eh ben, on n'allait pas respecter quand même ce que le peuple avait dit. Voilà, des gens qui sont des grands démocrates, qui nous disent on va aux consultations électorales, mais si ça ne nous convient pas, on abolit la consultation électorale et on envisage la faisabilité d'un recours à l'article 16 qui permet, en cas d'insurrection, quand il y a du désordre, eh bien de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat, je crois que ça fonctionne comme ça, la possibilité de donner au chef de l'État les pleins pouvoirs pour régler le problème. C'est le principe de la dictature romaine. Le dictateur romain, on lui donnait les pleins pouvoirs pour un temps donné et pour une chose donnée. C'est-à-dire que quand il avait fait ce qu'il avait à faire, régler un problème, par exemple, avec des militaires qui envahissent une cité, eh bien, c'était terminé la dictature pour lui. On connaît l'histoire de Cincinnatus, qui retourne à son champ une fois qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc on sait que Valls et Hollande, alors on voit aujourd'hui Hollande du côté du nouveau Front Populaire et Valls de l'autre côté, mais enfin c'était les mêmes qui pensaient que
Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, il fallait qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Il fallait qu'on s'oppose au vote démocratique du peuple, car c'est quand même ça qui est en jeu. Tous ces gens qui descendent dans la rue aujourd'hui pour nous parler de liberté, d'égalité, de fraternité, de république, sont tout juste des gens qui nous disent le peuple doit voter comme ça. Et les élections, c'est formidable dans ces cas-là. Mais s'ils ne votent pas bien, alors on met les élections à la poubelle et on reprend la main, soit en descendant dans la rue et en disant la politique se fait dans la rue, soit en mettant le bazar dans l'Assemblée nationale, soit, etc., etc. Enfin, on connaît le problème, la façon de résoudre le problème, et c'est ce que j'appelle le populicide. Donc, en 2016, 14, 15, 16, je dis que Macron sera prêt, que Hollande étant prêt à tout avec Valls, il y a une hypothèse. Bon, alors là, je vous passe l'extrait parce que je l'ai regardé hier soir, les amis, pour tout vous dire. Et là, il a un petit souci d'ego. Enfin, il rappelle qu'en 2016, il avait prévu avec Macron ce qui allait se passer. Alors, c'est plutôt intéressant, mais on va passer le truc. Mais petit arrêt au stand quand même là-dessus. Et je trouve que ce que dit Michel Onfray est intéressant, est vraiment intéressant parce que il y a ce rapport, en fait, à ce déni de démocratie, c'est-à-dire que le système en place, le pouvoir en place, et c'est d'ailleurs presque un résumé de tout ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, il y a une volonté du système en place de construire les élections, c'est-à-dire il faut voter comme ça parce que le RN c'est Hitler, parce que le Front Populaire c'est antisémite, enfin, ils vous trouvent les arguments qui font que on va détourner le peuple d'un vote. Le référendum 2005 c'était il faut voter oui, non, finalement le peuple a voté non, et quand in fine, le peuple vote quand même contre les indications qu'on lui a faites, et ben le système tape du poing sur la table et dit en fait non, ça va se passer quand même comme on a décidé. Et je trouve qu'on ferait le rappel, et c'est très intéressant ce point-là. Alors on continue, on reprend un petit peu plus loin. On voit réapparaître cette hypothèse qu'effectivement, si le peuple votait mal, car bien voter, c'est voter Macron, sinon c'est voter mal. Voter pour Mélenchon, c'est le mal. Voter pour Marine Le Pen, on a bien compris, c'était le mal. Et voter pour lui, c'est le bien. Si le peuple devait mal voter, alors la solution, c'est pas la solution gaulienne, du genre je sollicite le peuple et si le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais. Là, ça aurait été gaulliste. J'ai sursauté un petit peu quand j'ai vu des gens dire que la dissolution, c'était un grand geste gaulliste. Non, c'est un grand geste gaulliste si on associe son destin aux résultats des élections qui suivent la dissolution. On dissout, on n'a pas de majorité, on s'en va voir le général de Gaulle quand il perd le référendum que nous savons. Donc Macron a dit, si je le perds, je reste. Évidemment, je reste. Il n'est pas question que je m'en aille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, s'il y a une majorité impossible, une majorité relative à l'Assemblée nationale, ça devient toujours ingouvernable. Si c'est une majorité absolue du Rassemblement national, ça va devenir difficile pour lui de gouverner parce que soit il grimpe sur son Aventin en disant je suis un monarque et puis je laisse faire Jordan Bardella. Et il y a effectivement cette idée que entre le moment où l'élection a lieu et puis la nomination, je ne sais pas combien de temps se passe, et je suis pas constitutionnaliste, mais je pense qu'il a plusieurs jours devant lui, il est possible de faire faire, de laisser faire une insurrection dans la rue, ce que je dis à l'époque, ce que je dis depuis 2019, ça fait 5 ans, oui c'est ça, je le dis depuis cette date-là, c'est-à-dire comme par hasard, on a des black blocs, comme par hasard, on a des gens qui descendent des banlieues, comme par hasard, on a des gens qui, cagoulés, armés, vêtus de noir, cassent tout, détruisent tout, mettent le feu partout. Et comme par hasard, la police n'arrive pas. Alors je ne mets pas en cause la police. Je ne mets pas en cause la police, mais je mets en cause ceux qui donnent des ordres à la police. La police, elle ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Si on lui dit vous ne bougez pas, elle ne bouge pas. Si on lui dit vous bougez, elle bouge. Si on lui dit allez-y, elle y va. Si on dit n'y allez pas, elle n'y va pas. La police n'est jamais responsable, jamais coupable. C'est toujours ceux qui donnent des ordres qui sont responsables et qui sont coupables. Je crois que peut-être des gens oublieraient de donner des ordres et feraient de telle sorte que ce soit vraiment très incandescent. Paris, les villes, les banlieues, les banques, un certain nombre. Pardon, j'ai vu, j'avais oublié, j'ai vu. Ça va, j'ai vu rapidement. Faut pas, non, pas de moquerie, pas de oui, Rémi, la technique, non, j'ai vu. Arrêtez, voilà, tout le monde s'en arrêtez, un petit peu de respect, j'avais vu. Non, ce que je disais, Michel Onfray, là encore, je trouve que cette vidéo, elle est intéressante parce que elle est vraiment pertinente sur plein de points, et notamment sur la possibilité du chaos. Hein. Lui, c'est la stratégie du chaos, tel qu'il l'intitule pour le titre de sa vidéo. Mais je trouve ça vraiment pertinent, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette possibilité d'amener le RN au pouvoir, en sachant très bien que ça va partir en couille, notamment dans les banlieues et puis dans les grandes villes, et que le pouvoir en place va dire désolé, c'est pas nous, tu vois.
une sorte d'émeute suite à la mort de Naël, émeute x2, x3. Et Onfray revient là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant. On continue, on va regarder la vidéo en entier, je pense qu'elle est vraiment chouette. Nombre d'endroits, et je ne veux pas imaginer le pire. Je ne veux pas imaginer le pire. Je ne dis pas quel il pourrait être. Si par mésaventure il devait advenir, on dirait que j'en suis responsable parce que je l'aurais annoncé. Mais enfin, c'est très facile de voir qui il faut tuer, comment il faut tuer, qui il faut cibler. La structure du Bataclan permet de savoir ce qui serait possible de faire pour faire tomber la France en une seule journée, parce qu'effectivement, il y a des gens qui auraient intérêt facile pour le chef de l'État de créer un climat insurrectionnel juste après l'élection de Marine Le Pen pour dire « Vous avez bien vu, moi je vous ai appelé à la raison, moi je vous ai appelé à l'ordre, moi je vous ai appelé au bon sens. Et vous avez mal voté, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez vu le résultat dans la rue. Madame Le Pen ne peut pas gouverner. Monsieur Mélenchon ne peut pas gouverner. Alors ça, c'est une autre question. Je suis pas forcément opposé à tout ça. Mais il y avait une autre solution pour Emmanuel Macron qui aurait pu être de cesser d'être psychorigide en disant « Je ne vais peut-être pas envisager la mise à feu, la mise à sac de la France. Peut-être est-ce qu'on peut envisager, pour le coup, un changement de politique. » C'était facile de dire, le soir de ces élections perdues, il a été blessé, pauvre chéri, nous a-t-il dit. Eh ben, c'est bien dommage, mais normalement, un chef d'État n'a pas à être blessé s'il écoute ce qu'on lui dit depuis très longtemps. Et il aurait très bien pu dire, il est temps quand même que j'écoute ce qu'on me dit, gilets jaunes, etc., paysans dans la rue, pour faire un gouvernement d'union nationale qui lui aurait permis de dire, eh bien, on va mener un autre cap. Non, ce monsieur veut le cap de la destruction de la France pour la construction de l'Europe. Et s'il s'agit de détruire la France en lui permettant de mettre le feu, eh bien, il mettra le feu, ou il laissera le feu progresser. Donc voilà, j'apprends en écoutant Europe 1, effectivement, que c'est une hypothèse qui n'est pas écartée. Et évidemment, quand on lui demande ce qu'il en est, l'entourage, c'est ce que c'est l'entourage, hein, c'est des gens qui fuitent et qui disent parce qu'il faut dire et faire savoir. Il faut absolument que ce soit dans les chaînes d'infos, sur les chaînes d'infos, dans l'heure qui suit. Mais pas du tout, ça n'a pas du tout été envisagé. Si l'entourage dit ça n'a pas du tout été envisagé, c'est bien la preuve que ça a été envisagé. Je crois capable cet homme, dont je dis depuis un certain temps qu'il a quand même des problèmes de nature psychique. J'ai quand même écrit 400 pages d'un livre qui s'appelle Foutriquet, c'est-à-dire petit branleur, si on veut vraiment une traduction, pour expliquer qui était ce personnage-là. Je rappelle que Foutriquet, c'est un personnage, c'est une insulte inventée, inventée par Hébert pendant la Révolution française, qu'elle est reprise par Jules Vallès au moment de la Commune, et que Foutriquet, c'est Thiers. Et Thiers, c'est un républicain de gauche qui massacre la Commune, je le rappelle, et que on a quand même oublié aussi que lors d'un anniversaire de la Commune, d'une commémoration de la Commune, Macron avait dit qu'il était du côté des Versaillais, donc du côté des assassins de la Commune, du côté des assassins des communards. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était Foutriquet, parce qu'il est évidemment l'équivalent d'Adolphe Thiers. Cet homme nous dit, pendant la révolte des Gilets jaunes, qu'il a donc comparé aux communards, eh bien, il a fallu que quelqu'un aille à Versailles et que Thiers garantisse la République. Il a dit, sous-entendu, pour qui comprendrait, pour qui aurait gardé la mémoire de ça, que le républicain qui était Thiers à l'époque, eh bien, c'est lui, aujourd'hui, et qu'il est un républicain face à ces communards qui sont les Gilets jaunes. Donc, on a bien vu dans quelle perspective il s'inscrivait. Je rappelle que Thiers fait fusiller, je crois que c'est 20 000 communards, il faudrait vérifier le chiffre, mais il fait massacrer les communards et qu'effectivement, il s'agit de sauver la République en massacrant des gens. Je pense que Macron est capable de tenir ce propos, disant qu'il faut sauver la République, éventuellement en tuant des gens ou en laissant tuer des gens, et que ce personnage est funeste, véritablement funeste. C'est-à-dire un homme qui n'a pas compris que pour sauver la France, peut-être peut-il se retirer, ou peut-être peut-il mener une politique en écoutant les Français, qui préfèrent tout de même invoquer l'article 16 et laisser invoquer cet article 16 en disant parlez-en. Moi, je vous dis que je n'en parle pas, c'est juste pour que vous sachiez quand même que je pourrais y recourir. C'est-à-dire, c'est le chaos ou moi, alors qu'en fait, ce serait moi, donc le chaos. Voilà pour cette séquence, les amis, que je trouve plutôt chouettos, qui me plaisait bien. Je voulais vous la montrer. Voilà, ça fait plaisir. Michel Onfray, on a des éléments d'analyse intéressants, et qui plus est, on a du complotisme.
C'est aussi ça le truc. Michel Onfray est-il complotiste? Je pose la question, parce que là, sur la piste des scénarios qu'il redoute en cas de victoire du RN ou quoi, c'est chaud. C'est chaud. Donc, non, je trouve ça quand même... là, faut les fact-checkers. Là, faut les fact-checkers, parce que la situation devient dangereuse. Voilà les amis, on n'est pas trop mal pour ce soir, les copains. On va se quitter maintenant. Alors, rappel, attention, je le redis, demain, même heure. Donc, demain, grande annonce demain. Je vous en ai déjà parlé ces 2 derniers jours. Je vous mets le lien dans le chat si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore inscrit pour ça. À 18h, on va vous dévoiler ce qu'on bricole. Ce qu'on bricole du côté de chez Juste Milieu depuis 3 mois maintenant, un peu plus. Autour d'une question interdite. Je crois qu'on va se mouiller un petit peu plus que d'habitude, je ne vais pas vous mentir. On va se mouiller un petit peu plus. Je vais me mouiller en tant qu'individu un petit peu plus parce qu'on a besoin de la poser. Je crois que cette question, donc c'est demain à 18h, les amis. Ce sera un mail. D'abord, l'annonce sera faite par mail pour le cercle rapproché de Juste Milieu. Donc, les gens qui sont abonnés à notre newsletter, qui est gratis évidemment, on va faire ça. Et l'annonce publique aura lieu quelques jours plus tard. Donc voilà un petit peu les amis sur tout ça. Voilà les copains. Alors non, ce sera pas autour de Jean-Michel Trogneux et tout, vous inquiétez. Ça commence à me casser les couilles cette histoire-là. Je préfère vous mentir. Tu vois, tu parles de Jean-Michel Trogneux, le cerveau, pif, il se met. Non. Je préfère ne pas vous mentir. Là, ça commence à me saouler. Oui, c'est un sujet qui fait des vues, ça c'est clair, mais je vais pas faire des vidéos tous les jours là-dessus. Je commence, ça va quoi. Faut attendre d'avoir de nouveaux éléments. C'est déjà suspect comme ça. On le sait très bien. Donc arrêtons. On fait du gala là. C'est la presse people, ça devient relou. Donc voilà les amis. Ce qu'on pouvait se dire. Donc demain, je vous donne rendez-vous pour le Juste Bistrot à 16h45, même heure, même endroit, les amis. On aura un instant zinzin demain qui sortira à 18h sur le Nérac, le spectacle au Nérac, les copains. À 18h, ce sera la grande annonce. Tout est prêt de notre côté, donc ça va envoyer. Ça va envoyer du bois. On en reparlera dès lundi, parce qu'on on a sorti un petit peu la grosse artillerie sur cette annonce. Et pour la première fois, on agit vraiment, on va tout mettre en ordre pour que les médias soient obligés de parler de ce qu'on va proposer. En tout cas, on va tout faire en sorte, et on aura besoin de la communauté, justement, on aura besoin de votre mobilisation pour partager tout ça, pour réagir, pour donner de l'ampleur et renverser un petit peu la table. Et c'est en lien avec tout ce qu'on se dit depuis plusieurs jours. Donc voilà, rendez-vous demain 18h par mail, en priorité au cercle rapproché Juste Milieu, aux membres de la Terre du Juste Milieu, tel qu'on a appelé notre newsletter. Et voilà les copains, donc rendez-vous demain, ça va être une grosse journée, ça va envoyer du bois. Je vous embrasse les amis, passez une excellente soirée et on se retrouve demain à fond la forme, ça va être fou. C'est le début d'un paquet de jours où ça va taper fort. Je vous le dis tout de suite, soyez prêts. À demain les copains, vive la rigolade et vive la France.